bonjour à tous, merci tout d'abord à vous d'être présents en nombre. Et je voudrais aussi adresser mes remerciements aux deux organisateurs des Midi de l'Antiquité, donc Sarah et Paolo, pour me donner l'occasion de vous présenter aujourd'hui les premiers résultats, ou en tout cas une partie des résultats de ma recherche doctorale, qui, comme l'a très bien dit Paolo, porte en fait sur la définition de stratégies durables pour améliorer l'accessibilité. Alors quand on parle d'accessibilité, c'est aussi bien l'accessibilité physique qu'intellectuelle sur les sites archéologiques minoens. Alors, donc c'est peut-être quelque chose d'un peu différent des conférences auxquelles vous avez l'habitude d'assister au Midi de l'Antiquité. Donc, ce n'est pas une thèse en archéologie pure, mais bien plutôt une thèse donc, en conservation et en gestion du patrimoine minoen. Alors, comme il s'agit d'une recherche en cours, je vous avertis d'emblée, le but de cet exposé ne sera pas de vous donner des meilleures recommandations en termes de valorisation du patrimoine minoen. Désolée, ça ce sera pour, je l'espère, un peu moins de 2 ans, quand je défendrai ma thèse dans cette salle ici, donc patience. Mais le but de cet exposé aujourd'hui, ce sera de vous introduire, en fait, comme je vous le disais, aux résultats préliminaires de ma recherche doctorale, donc d'où le titre assez vague, il est vrai, de cet exposé, qui est donc, comme vous pouvez le voir, dans l'ombre de Minos, éclairage nouveau sur la valorisation du paysage archéologique crétois de l'âge du bronze. Mais avant d'en venir aux objectifs de cet exposé, et afin de les introduire, je voudrais vous présenter une image en particulier, parce que c'est cette image qui a été un peu le point de départ de ma réflexion. Voilà. Alors, que vous ayez déjà visité ce site ou non, vous l'aurez très certainement reconnu. Il s'agit du site de Knossos, donc en Crète centrale, donc un site qui a été fouillé extensivement au tout début du XXe siècle par l'archéologue anglais Sir Arthur John Evans. Alors, si je vous demande quelle est votre opinion par rapport aux interventions qui ont été menées par Evans sur ce site au tout début du XXe siècle, eh bien, la diversité de vos arguments, la diversité de vos opinions pourrait un peu faire écho à la multitude de publications qui existent à ce sujet. Donc en effet, ce qui est intéressant, c'est qu'en dépit des vives polémiques que ce cas unique a suscité, eh bien, il continue d'alimenter les représentations collectives en termes de civilisation minoenne, en particulier auprès d'un public non averti. Et donc ce constat nous amène à une double problématique, à savoir d'une part l'existence d'un modèle unique qui est pourtant révolu, et d'autre part, l'emprise de ce modèle sur les publications disponibles quant à la valorisation des sites archéologiques minoens. Donc, en effet, si on se pose la question de mais qu'en est-il des autres sites crétois de l'âge du bronze, eh bien, c'est une question à laquelle il est assez difficile de répondre parce que quand on se tourne vers la littérature, très rapidement, on va se heurter à de grosses lacunes puisque c'est une littérature qui est très parcellaire, pour ne pas dire quasi inexistante. Et ce sont en fait ces lacunes que ma thèse ambitionne de pallier en proposant un modèle nouveau de valorisation du paysage archéologique minoen, donc un modèle qui sera libéré du joug d'Evans. Alors pour parvenir à cet objectif ultime, il faut bien entendu s'intéresser à la vision d'Evans et en particulier s'intéresser aux mécanismes de construction de cette identité et aussi aux mécanismes de transmission et les mécanismes de transmission également de cette identité minoenne. Et c'est exactement ce que je vous propose de faire ensemble en ce début d'après-midi, c'est-à-dire de déconstruire ces mécanismes à la fois de construction et de transmission au moyen d'une approche historiographique, et deuxièmement, d'analyser l'impact que l'héritage d'Evans a eu sur la représentation du passé minoen d'une part, et d'autre part sur la présentation effective en contexte de ce passé minoen, et cela se fera sur base d'une recherche de terrain originale. Alors, avant d'entamer ce vaste programme d'analyse pour lequel on a environ 45 minutes, je pense qu'il est quand même impératif de contextualiser l'objet de ma recherche, donc à savoir le patrimoine minoen, afin de pouvoir vous donner des clés pour mieux appréhender les défis qui pèsent sur la préservation du paysage archéologique crétois de l'âge du bronze. Alors, en comprenant mieux les menaces qui pèsent sur le patrimoine minoen, ça nous permettra finalement de mieux appréhender les choix qu'Evans a posés à Knossos d'une part, et ça nous permettra également de mieux comprendre la situation actuelle des sites archéologiques minoens que je vous présenterai un peu plus tard dans le cadre de cet exposé.
Alors très rapidement, pour débuter, quelques repères chronologiques et temporels. Donc la civilisation crétoise a fleuri sur l'aile de Crète entre 3000 avant Jésus-Christ et 1400 avant Jésus-Christ, plus ou moins. Donc c'est la date qui va marquer le déclin progressif de cette civilisation. Alors on peut dire que la particularité du paysage crétois, donc entre mer et montagne, ça a nécessairement eu un impact sur l'état de conservation des sites minants. Donc en effet, on peut constater que les sites côtiers ils vont être soumis à des processus d'érosion accélérés, ils vont être soumis à des risques d'inondation également, tandis que les sites plutôt montagneux, eux, risquent de souffrir d'isolement, et donc ça peut encourager des actes ça peut encourager des attitudes de négligence et même certains actes de vandalisme. Alors, parmi les autres contraintes environnementales, il faut aussi mentionner le fait que la Crète se trouve sur l'arc hellénique, ce qui va évidemment poser des problèmes au niveau des activités sismiques. Et d'ailleurs, il faut mentionner que ces tremblements de terre ont d'ailleurs joué un rôle très important dans la destruction des sites minoens, déjà au temps de leur occupation. Donc on comprend que la civilisation minoenne a connu une histoire assez turbulente, assez mouvementée, ce qui a évidemment conditionné l'état de conservation actuel de ces vestiges. Et ça me permet d'embrayer sur les contraintes du matériel de ce patrimoine, c'est-à-dire les contraintes qui sont liées aux caractéristiques propres du bâti minoen. Alors, il faut savoir que l'architecture minoenne, elle va utiliser essentiellement des matériaux périssables pour les élévations, et elle va utiliser comme technique plutôt une maçonnerie en moellon, ce qui est évidemment tout à fait compatible pour résister aux épreuves des activités sismiques, mais beaucoup moins, vous l'aurez compris, pour résister aux aléas du temps. Donc, ces caractéristiques propres à l'architecture minoenne nous permettent de comprendre que les élévations bien préservées en architecture minoenne sont très rares. Donc, généralement, elles ne vont pas atteindre plus d'1 mètre de haut. Le seul cas unique et exemplaire, en fait, nous est donné par le site archéologique d'Akrotiri à Santorin, où là, les élévations ont été exceptionnellement préservées sous une épaisse couche de cendres suite à l'éruption volcanique de Santorin au cours du 2e millénaire. Alors, un troisième facteur de menace pour la préservation du patrimoine minoen, c'est en fait le contexte de gestion, parce qu'il faut savoir que le ministère grec adopte une attitude de contrôle qui est assez rigide et assez conservatrice envers son patrimoine. En plus, il faut savoir que l'organisation du ministère est assez bureaucratique et hiérarchisée, et donc ça va poser de vrais soucis, notamment dans le cadre de ma thèse, pour accéder à la documentation relative aux efforts de valorisation sur les sites minoens. Et là, c'est une parenthèse importante à faire, c'est que si c'est difficile de savoir quelle est la situation en Crète minoenne, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des efforts qui sont actuellement implémentés sur le site archéologique minoen. Il y en a, c'est juste que les rapports qui relatent, qui documentent ces efforts, en fait, vont circuler de manière interne, et qu'en plus l'information va souffrir d'un véritable problème de centralisation. Donc ça veut dire que les rapports qui vont parler de ces efforts de conservation et de valorisation vont être gardés soit au ministère grec à Athènes, donc au siège central, soit dans les différentes éphories locales, c'est-à-dire un peu les bureaux de liaison dans les différentes préfectures, et c'est un choix qui est tout à fait aléatoire. Donc c'est vraiment très difficile de trouver de l'information à ce sujet. Et par ailleurs, il faut souligner que les effets de cette gestion qui est très étatocentrique et très bureaucratique, ce sont des effets qui sont d'autant plus néfastes dans le cadre actuel de la situation économique, parce qu'avec la crise, vous l'aurez bien compris, ça ne fait qu'empirer les choses. Alors, au terme de cette liste de menaces potentielles qui menace la préservation du patrimoine minoen, j'espère vous avoir convaincu de la spécificité des défis que pose la préservation du patrimoine archéologique minoen, mais aussi de la légitimité de conduire une étude qui soit strictement focalisée sur ce patrimoine bien circonscrit. Puisqu'en effet, en raison de sa fragilité et de sa qualité visuelle limitée, on peut constater que les efforts de médiation vont être tout aussi importants que les efforts de conservation. C'est-à-dire qu'il va falloir déployer des efforts de présentation considérables pour amener le visiteur à comprendre, à pouvoir lire les vestiges de la civilisation minoenne. Et paradoxalement, et ça c'est le cas de Knossos qui nous le montre, si des pratiques de présentation sont inappropriées parce qu'elles sont abusives ou au contraire parce qu'elles se basent
sur trop de conjoncture, et bien ça aussi, ça peut être destructeur du patrimoine en tant que tel parce que ça va porter atteinte aux valeurs du site archéologique. Voilà. Donc vous comprenez ici qu'il est très difficile de trouver un équilibre pour la préservation et pour la présentation du patrimoine archéologique minoen. Alors, après avoir replacé donc la question de la valorisation du patrimoine archéologique minoen dans son cadre conceptuel et vous en avoir montré les problématiques, il est maintenant temps de s'intéresser à notre sujet d'étude, à savoir le contenu narratif en tant que tel, en procédant en fait à la déconstruction du modèle prédominant, c'est-à-dire la vision qu'a initié Evans. Alors, dans un premier temps, je vous propose de faire un bond dans le temps et de nous projeter donc, au tout début du XXe siècle, au tournant du XIXe, du XXe siècle, pour essayer de comprendre en quoi le contexte socio-historique de l'époque a pu avoir une influence sur le travail d'Evans à Knossos et sur la construction de l'identité minoenne. Alors ça, c'est une question qui a déjà été largement débattue par de nombreux auteurs, de même que la biographie d'Evans, on trouve de nombreuses publications à ce sujet, mais la petite originalité de cette étude, c'est qu'ici, dans cette approche historiographique, on va introduire en plus une description du contexte intellectuel de l'époque, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser également aux théories en vogue dans le domaine de l'archéologie, mais aussi de la conservation des monuments et sites. Mais tout d'abord, intéressons-nous un petit peu à la vie d'Evans. Alors je vous rassure, je ne vais pas vous parler en long et en large de sa vie, je vais juste m'intéresser aux événements marquants qui peuvent avoir un écho significatif dans son travail à Knossos. Et comme vous pouvez le voir sur cette ligne du temps, j'ai délibérément arrêté sa biographie en 1900 parce que c'est la date qui marque le début de ses travaux à Knossos. Alors notre histoire débute en fait le 8 juillet 1851. Evans est né à Hertfordshire en Angleterre. Et donc il est né en fait dans un climat de prospérité, un véritable climat d'âge d'or, puisque c'était à cette époque le temps de l'Empire victorien, le temps du règne de la reine Victoria. Et à ce moment-là, donc l'Angleterre étendait sa domination aussi bien coloniale, politique, culturelle à travers toute l'Europe et même au-delà. Alors cette prospérité va s'accompagner au niveau intellectuel par l'émergence donc des mouvements modernes, par l'émergence également des théories évolutionnistes et tout ça donc, dans le sillage des succès de la révolution industrielle. Alors certains grands défenseurs de ces courants de pensée, donc de ces théories évolutionnistes, faisaient partie du cercle d'intime de John Evans, qui était en fait un grand géologue, un antiquaire, un numismate, un archéologue, quelqu'un qui était féru de la quête de l'origine de l'humanité et d'ethnologie, donc autant de passions qu'il partageait avec son fils, qui n'était autre, vous l'aurez compris, que Arthur Evans. Alors, on comprend donc bien que grâce à son enfance dans un milieu érudit, donc au contact de tous ces grands théoriciens et défenseurs donc des théories évolutionnistes, eh bien on comprend que Evans est forcément inspiré de ces dernières pour sa quête donc, de l'identité minoenne et en particulier donc, pour sa quête de l'identité des origines de la civilisation mycénienne. Alors, à la fin de cette étude, Evans était âgé, donc, quand il était âgé de 24 ans, Evans décide donc d'abandonner les rangs de l'université, qui l'embêtait un peu, pour se lancer dans une nouvelle aventure, à savoir un grand voyage à travers les Balkans. C'est un voyage qu'il va effectuer pendant 7 ans, et au cours duquel il va se consacrer à deux causes principales. Donc la première, c'est qu'il va se consacrer tout d'abord, il va vraiment se passionner pour l'archéologie et pour l'ethnologie de l'Europe centrale. Donc il va produire de nombreux dessins, de nombreux croquis pour justement documenter cette société. Il va collecter de nombreuses photographies ethnographiques, etc., etc. Et donc tout ça, ça va lui permettre, si vous voulez, de poser les jalons de ce qui sera son travail à Knossos, puisqu'il aura acquis l'expérience en matière de documentation et en matière d'analyse comparative. Alors son deuxième grand projet dans les Balkans consistait en fait en son engagement politique, c'est-à-dire que très rapidement il va prendre la défense des minorités slaves opprimées et il va relater la situation de ces minorités dans de grands reportages. Alors là aussi c'est un détail de sa vie qui mérite d'être souligné parce que donc Evans n'était pas seulement archéologue, il était aussi journaliste et ça évidemment ça va être un atout formidable pour relier ses découvertes à Knossos comme on le verra
ultérieurement. Alors par ailleurs, le fait qu'il ait une certaine sensibilité pour les opprimés, ça fait également écho à l'un des principaux enjeux de son travail à Knossos, parce que quand il va découvrir, ou plutôt inventer, si on peut dire, la civilisation minoenne à Knossos, il va en fait permettre à la Crète, qui sortait alors d'une grande période de domination ottomane, qui va prendre son indépendance à la toute fin du XIXe siècle, il va donner à la Crète une véritable identité nationale. Donc vous voyez que tout est lié. Alors ensuite, il rentre en Angleterre en 1884 et il va être promu de l'Ashmolean Museum à Oxford. Donc ça, c'est une position qu'il va occuper pendant près de 24 ans et durant donc, son mandat, il va complètement réformer l'organisation des collections parce que c'était quelqu'un qui était assez avant-gardiste, donc il voulait vraiment se poser en opposition face à l'archéologie classique et il voulait que l'Ashmolean Museum accueille des collections issues de toutes les civilisations, y compris celles préhistoriques. Alors, on comprend donc que par son expérience à l'Ashmolean Museum, Evans avait également un grand intérêt, une grande préoccupation pour l'éducation du public. Et ça, c'est une ligne de conduite très importante pour comprendre les choix qu'il va poser lors de son travail à Knossos également. Alors, dernière partie de sa biographie, donc ça concerne les séjours que Evans va effectuer en Crète entre 1894 et 1899. Alors à cette époque-là, Evans va être obsédé par la quête de l'origine de la civilisation mycénienne. Il faut savoir que Evans était complètement fasciné par les découvertes que Schliemann avait fait un peu plus tôt dans le temps, donc dans la deuxième partie du 19e siècle, à Mycène et à Troie. Et donc, il va véritablement se lancer dans une grande entreprise en Crète pour essayer de retrouver les origines de cette civilisation. Alors, au tout départ, il va plutôt s'intéresser à des pierres étranges des petites pierres qui portaient des inscriptions hétéocrétoises, donc c'est-à-dire en écriture en lettres grecques, mais pas en langue hellénique. Et pourquoi est-ce qu'il s'est intéressé à l'écriture tout d'abord ? Eh bien parce que selon les concepts de l'époque, une grande civilisation était nécessairement dotée d'une écriture. Donc la quête d'une nouvelle civilisation n'allait pas sans la quête de son écriture. Alors, il faut savoir que quand Evans débarque en Crète, ce n'était pas le premier à s'intéresser à cette île un peu mystérieuse. Il y avait de nombreux explorateurs avant lui qui avaient vu en la Crète le berceau de la civilisation minoenne. Donc, quand on dit que Evans est l'inventeur de la civilisation minoenne, ce n'est pas tout à fait vrai, d'autant plus que Evans n'est pas le premier à avoir apposé un coup de pioche sur le site de Knossos. Ça, c'est une primauté, si je peux dire, qui revient à Minos Kalokerinos, un prénom plutôt destiné, parce que c'est lui qui a découvert le site de Knossos véritablement en 1878. Alors néanmoins, les travaux donc, de ces pionniers, si on peut dire, de la civilisation minoenne, vont être interrompus par la situation politique en Crète tout au long du XIXe siècle, puisque, comme je vous le disais, c'était une situation très instable, puisque la Crète était alors sous domination ottomane. Alors, le passage au XXe siècle va consacrer la fin de l'âge d'or en Angleterre, la fin de la Pax Britannica, et donc avec la mort de la reine d'Angleterre en 1901 va s'installer un certain climat de nostalgie envers ce paradis perdu, envers cette prospérité perdue. Et le fait que dans le passé que Evans va recomposer, donc dans ce passé, le fait qu'il y a beaucoup de références qui sont faites à l'Empire victorien dans sa recomposition du passé minoen, ce n'est pas anodin parce que ça traduit justement ce sentiment de nostalgie. Donc déjà, le fait qu'il décrit la civilisation minoenne comme étant une civilisation pacifique dotée d'une thalassocratie puissante, tout ça, ça fait évidemment référence à des réalités victoriennes. Alors je vous propose maintenant de passer au contexte intellectuel de l'époque, en particulier dans le domaine de l'archéologie pour commencer. Donc on en a déjà évoqué un mot, à partir de la troisième quart du 19e siècle, ce sont plutôt les théories évolutionnistes, donc les théories basées sur le progrès qui vont dominer la pensée philosophique de l'époque. Donc c'est une théorie qui trouvera un écho favorable dans l'ouvrage, dans les œuvres d'Evans, puisque ce dernier s'est inspiré des théories évolutionnistes pour son organisation de la chronologie minoenne en minoen ancien, moyen et récent. Donc c'est une chronologie qui est fortement débattue, fortement critiquée, mais qui n'en demeure pas moins encore largement utilisée.
Alors, suite au déclin de l'élan positiviste à la fin de l'Empire victorien, on assiste progressivement à un shift des théories évolutionnistes vers les théories plutôt diffusionnistes. Et là, de nouveau, eh bien, c'est un courant intellectuel qui va être repris par Evans dans son entreprise, parce que ce dernier considérait que les Minoens étaient issus d'un amalgame de plusieurs groupes de population. Alors, tournons-nous maintenant vers les principes qui étaient édictés en matière de conservation du monument à la fin du 19e, début du 20e siècle. Alors, à cette époque, on assiste à un recul progressif du mouvement de la restauration au profit des mouvements de la conservation, c'est-à-dire qu'on va prôner plutôt des interventions minimales, et c'est également au tournant du 20e siècle qu'on assiste à l'avènement de principes qui vont être liés à la sauvegarde de l'authenticité des ruines pour éviter leur falsification. Alors, c'est assez étrange de voir que de tels principes sont édictés au tournant du 19e, tournant 19e-20e siècle, sachant que Evans ne les a pas du tout appliqués dans son ouvrage, dans son œuvre Aknossos. Il avait été même à contre-courant justement de ces mouvements. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'Evans n'était pas au fait de ces discussions, parce que, étant donné sa position, et surtout étant donné la position assez importante de son père au sein de la société, eh bien Evans a pu participer à de nombreux débats qui étaient liés à la préservation des monuments et sites à son époque. Donc on peut citer par exemple le cas de l'affaire la cathédrale de Saint-Alban, où Evans a clairement dit qu'il était en faveur plutôt de la conservation de cette cathédrale plutôt que de sa restauration, ou encore le premier congrès archéologique d'Athènes qui a eu lieu en 1905 et au cours duquel il a été décidé de procéder à une restauration des monuments de l'acropole par anastylos. Donc ça veut dire qu'on allait réemployer les éléments d'origine pour pratiquer la restauration de ces monuments. Alors, il faut toutefois rappeler que tous ces principes de conservation moderne, ils ne vont être officiellement codifiés que 30 ans plus tard avec la charte d'Athènes, ce qui va donc laisser une certaine marge d'erreur, si on peut dire, à Evans, et une certaine liberté à Evans pour ses interventions à Knossos. Alors, il est intéressant de voir que tous ces principes de conservation, ils ne concernent vraiment que la matérialité des vestiges. Donc, en aucun cas, on ne parle à un moment de la responsabilité des archéologues envers le public ou de leur responsabilité de présenter les vestiges à ce public pour les rendre plus intelligibles. Ça, c'est vraiment une conscientisation qui se fera beaucoup plus tard, dans la seconde moitié du XXe siècle, avec l'avènement de l'archéologie dite communautaire. Et on peut donc dire en ce sens que les interventions qui ont été menées par Evans à Knossos sont tout à fait pionnières dans le domaine de la préservation des monuments, dans le domaine de la préservation des ruines archéologiques. C'est en effet lui le premier qui a utilisé et qui a compris le potentiel de médiation des ruines et qui s'en est servi afin d'exprimer en fait sa vision, son idéologie sur la civilisation minoenne. Alors, je vous propose maintenant de passer à la lecture de l'œuvre d'Evans grâce aux enseignements acquis quant à cette toile de fond sur laquelle Evans va bâtir son projet. Alors, je vous rassure, l'objectif, ce n'est pas de donner un rapport détaillé de toutes les interventions d'Evans à Knossos. Ici, on va plutôt s'intéresser à caractériser les deux grandes phases de travaux menés par Evans à Knossos, donc deux grandes phases qui sont en fait séparées par la Seconde Guerre mondiale. Alors, on est parti pour la première phase, donc entre 1900 et 1913. Alors, quand Evans obtient finalement son permis de fouille pour le site de Kefala en 1900, il faut savoir, donc, comme je vous le disais, qu'il n'était pas le premier à s'intéresser au site de Knossos. Donc, bien avant lui, il y avait eu Kalokérinos qui avait pu fouiller en 1878, et c'est également lui le premier à avoir identifié les vestiges exhumés comme appartenant à ceux d'un palais de l'âge du bronze. Donc, quand on dit de nouveau que Evans est l'inventeur de la civilisation minoenne, vous comprenez que ce n'est pas tout à fait vrai. Alors, le 23 mars 1900, donc c'est le premier jour de fouille à Knossos, Evans va décider de continuer les travaux qui étaient entrepris par Kalokérinos et il va en fait étendre la zone que ce dernier avait ouvert dans ce qu'allait devenir les magasins ouest du palais. Alors à ce moment-là, Evans, sur base des découvertes qui avaient été faites par son prédécesseur, s'attendait à retrouver les vestiges d'un palais mycénien. Alors, s'il est vrai qu'il n'est jamais revenu sur son interprétation de palais, il s'est très vite rendu compte qu'il avait affaire à une civilisation qui était tout à fait indépendante de celle mycénienne et une civilisation qui lui était même
antérieure. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que Evans va commencer à utiliser le terme de Minoen pour désigner cette nouvelle civilisation. Alors ce terme n'a pas été inventé par Evans, contrairement à ce que l'on croit également. C'est un terme qu'il a emprunté à l'école de Göttingen, si je ne me trompe, oui, une école allemande. Parce que ce sont les scientifiques de cette école qui ont en fait pour la première fois utilisé ce terme pour désigner une dynastie dans l'histoire de la Crète. Alors, un autre exemple d'imposture, entre guillemets, si je peux dire, à souligner, c'est le fait que généralement on attribue l'ensemble des travaux menés à Knossos à Evans et à lui seul. Et ce n'est pas du tout le cas parce que quand Evans travaille à Knossos, il n'est pas seul, il s'entoure d'une importante équipe. Il faut savoir qu'il y avait environ 250 ouvriers, donc une main-d'œuvre très abondante qui était mise à sa disposition. Il s'entoure également de collaborateurs de confiance, donc à savoir 3 architectes consécutifs, un assistant superviseur. Donc ça, c'est vraiment une grande nouveauté pour l'époque d'avoir une telle armada, si on peut dire, de spécialistes et d'artistes qui sont là quotidiennement sur le site. Et voilà, donc il utilise vraiment cette équipe pour pouvoir avancer de façon la plus rapide dans son projet et de la façon la plus étendue. Alors la conséquence directe évidemment de la rapidité à laquelle les travaux avancent, c'est qu'Evans va très rapidement être confronté à des problèmes de conservation à cause de la fragilité des ruines minoennes qu'on a déjà évoquées précédemment. Alors au cours de cette première phase, les travaux de restauration vont être confiés à Théodore Pfiff. Alors ce dernier, donc cet architecte, va plutôt utiliser des principes de conservation modernes parce que lui, il a plutôt employé des matériaux traditionnels comme par exemple le bois, et ses interventions de restauration se limitaient plutôt à des interventions de consolidation et des interventions de stabilisation plutôt qu'une véritable restauration. Alors très rapidement, ces interventions se sont révélées insuffisantes et c'est la raison pour laquelle donc, la plupart des poutres en bois, des supports en bois qui avaient été déposés par Pfiff ont été remplacés par des poutres métalliques plus résistantes sous la direction de Christian Doll, donc, qui était le deuxième architecte qui a succédé à Pfiff et qui effectuera ses travaux à Knossos entre 1905 et 1910. Alors on passe maintenant à la deuxième phase des travaux à Knossos. Alors ici c'est une phase qui est moins caractérisée par les fouilles archéologiques que par les travaux de restauration, puisqu'en effet c'est à partir de 1922 que va commencer la grande campagne de reconstruction, pour employer vraiment la terminologie employée par Evans, des ruines archéologiques de Knossos, donc des reconstructions, des restaurations d'une extension jamais égalée, et donc une phase vraiment très radicale dans l'histoire de la préservation de ces sites archéologiques. Alors, ces interventions étaient dirigées par Piet de Jong, un architecte peintre qui était aussi très connu pour ses reconstructions en aquarelle. Et ce dernier va vraiment faire un usage extensif du béton armé avec toutes les conséquences désastreuses que ça aura pour la préservation des vestiges, mais ça on y viendra un petit peu plus tard. Alors, évidemment, je ne vais pas vous donner une idée de toutes les interventions qui ont été menées par Piet de Jong à Knossos, ce serait beaucoup trop long, mais voilà juste un petit plan qui vous montre les parties qui ont été le plus sévèrement, le plus radicalement reconstruites par Piet de Jong donc lors de cette deuxième phase. Alors peut-être pour vous vraiment donner une idée de l'évolution de la philosophie de restauration à Knossos, on peut s'intéresser au cas de la salle du trône. Alors vous voyez qu'en 1901, sous la direction de Pfiff, la salle du trône va être couverte d'une toiture en bois qui était supportée par des colonnes en briques pour les colonnes extérieures et par des piliers en bois qui étaient stuqués et qui étaient peints pour un peu ressembler aux colonnes d'origine minoenne. Alors, ensuite, parce que ça présentait des problèmes de stabilité, donc cette première protection va être remplacée par un second toit protecteur en 1904. Là, ce sera plutôt un toit qui va être réalisé en des matériaux beaucoup moins périssables. Et ce n'est qu'en 1930 que la salle du trône va se voir attribuer donc, une construction absolument conjecturale en béton armé avec un étage qui ne repose sur aucune preuve archéologique on peut dire irréfutable.
Alors, sur base de cette rétrospective, on pourrait se demander finalement, mais pourquoi est-ce qu'on est passé à un changement radical à partir de 1920 ? Quelle est la cause de ce changement ? Et bien, dans mes recherches, je propose d'interpréter ce changement radical non pas comme une réponse à un impératif de conservation, parce qu'il n'est évidemment pas nécessaire de reconstruire des nouvelles ruines avec un goût pittoresque pour assurer les sauvegardes du patrimoine minoen, ce n'est pas du tout nécessaire, mais je propose plutôt d'interpréter ce changement radical comme répondant à un impératif de médiation. C'est-à-dire que cette grande campagne de restauration radicale s'inscrit en fait dans le cadre d'une orchestration de la vision cohérente qu'Evans a initiée par rapport au passé minoen. Alors c'est une vision qui correspondait à ses aspirations et c'est une vision qu'il voulait la plus attrayante possible pour le public, puisque, je vous le rappelle, les préoccupations d'Evans étaient essentiellement liées à l'éducation du public. Alors c'est une hypothèse qui semble fonctionner si on la met en parallèle avec le changement radical qui s'opère au niveau du style d'écriture d'Evans. C'est-à-dire que Evans, dans ses premiers rapports, va utiliser un style qui est assez scientifique, assez neutre, assez objectif, mais pour la synthèse finale de ses résultats, donc dans ce qu'on appelle le Palais de Minos, donc son ouvrage en 6 volumes, un ouvrage vraiment très ample, la véritable Bible de la civilisation minoenne, et bien là, Evans va se laisser aller à un style beaucoup plus littéraire, donc de nouveau pour essayer d'amadouer probablement le public dans un but éducatif, comme je le disais, mais peut-être pas uniquement, parce qu'au-delà de sa philanthropie, il faut quand même se rappeler que les travaux d'Evans dépendaient essentiellement de la fortune de son père, et que donc, eh bien, on peut considérer que cette volonté d'attirer le public repose peut-être sur des intentions un peu moins désintéressées que ce qu'on ne pourrait croire au premier coup d'œil. Alors pour clore ce premier point, donc l'analyse historiographique, ça nous a permis en fait de mettre en lumière les relations étroites qu'Evans entretenait avec l'archéologie, la préservation du patrimoine et leurs théoriciens, parce qu'il est né et parce qu'il a baigné dans un milieu érudit et cultivé. Ça nous a également permis de mettre en lumière la personnalité d'Evans, qui avait un tempérament assez avant-gardiste, c'était quelqu'un qui avait le goût pour l'aventure, qui n'hésitait pas aussi à aller à contresens de ses pairs, à défendre son opinion et à tenter de rallier le public à sa cause, et grâce à ses talents d'orateur. Et tout ça, c'est autant de qualités qu'il pourra mettre à bon escient pour son entreprise Aknossos. Alors par ailleurs, il faut se rappeler que les activités archéologiques de l'époque, ainsi que le contexte historique de l'époque, avec la montée du nationalisme, et bien tout ça, ça présentait évidemment un terreau tout à fait propice pour qu'Evans se lance dans l'exhumation de ce qui allait devenir, ou en tout cas de ce qu'il allait considérer comme étant la première civilisation européenne. Alors, cette analyse historiographique nous permet également de révéler que Evans, comme je vous le disais, n'est pas le véritable inventeur de la civilisation minoenne. Il y a eu toute une série de prédécesseurs avant lui. Il avait également ses collaborateurs qui l'ont fortement appuyé lors de ses travaux à Knossos. Et on pourrait alors se poser la question, comment se fait-il qu'Evans soit le seul qui soit passé dans la postérité et qu'il a éclipsé bien complètement toutes ces générations de pionniers et ses collaborateurs. Alors, pour répondre à cette question, eh bien, on va maintenant s'intéresser au mécanisme de réception et de transmission de la vision d'Evans. Alors, tout au long du développement de l'archéologie minoenne, sur près d'1 siècle maintenant, il faut savoir que la vision d'Evans a été entièrement ou partiellement remise en question, qu'elle a été réajustée, qu'elle a été en certains cas approuvée, dans d'autres complètement rejetée. Mais ce qui est intéressant de constater, c'est que dans tous les cas, ce qui a été vraiment le fond de la critique de la vision d'Evans est en fait ce qui a contribué le plus à son succès. C'est-à-dire en fait ce sentiment de modernité, ce sentiment de familiarité que l'on peut établir avec la civilisation minoenne. Alors on en a déjà parlé un peu précédemment, mais c'est un sentiment de modernité qui va surtout s'imposer aux
aux contemporains d'Evans, par exemple, dans les similarités évidentes qui existent entre l'art nouveau et l'art minoen. Donc ici, ce n'est pas le but de retracer quelles ont été l'influence de l'art nouveau sur les reconstructions en Knossos, ou encore quelle a été inversement l'influence de l'art minoen pour l'art nouveau. Ce n'est pas le but du débat ici, mais voilà, il existe vraiment des liens évidents entre ces deux types d'art, et aussi évidemment entre l'architecture de l'art nouveau et l'architecture minoenne. Donc c'est une modernité également qui a frappé les contemporains d'Evans au niveau de l'architecture, dans le sens où il y a un certain confort. Donc l'architecture minoenne se caractérise par des puits de lumière, par des espaces avec une géométrie assez pure et austère, enfin en tout cas dans ce qu'Evans en propose, mais aussi et surtout par des commodités. Tout ça, ça faisait vraiment écho au grand développement d'hygiène qui avait été mis, au grand programme d'hygiène qui avait été mis en place en Angleterre au cours du XIXe siècle. Alors, une autre chose importante, qui a probablement contribué au succès de la vision d'Evans, c'est le fait que sa vision répondait aux aspirations nationalistes d'une Crète qui, je vous le rappelle, venait d'acquérir son indépendance et qui était en recherche d'identité. Donc les images qui vont être véhiculées par Evans vont très rapidement devenir des symboles très forts de l'identité crétoise, et c'est cette même identité que l'Europe va essayer de reprendre à son compte pour essayer de rivaliser avec les sociétés proche-orientales qui avaient déjà des racines très prestigieuses. Donc l'Europe était aussi en quête d'une histoire aussi prestigieuse pour son origine. Alors n'oublions pas que c'est une vision qui a reçu un écho favorable, dans le sens où la vision qu'Evans avait de la civilisation minoenne, je vous le rappelle, était la vision d'une civilisation pacifique, avec une aristocratie bienveillante, et tout ça, c'était une façon pour Evans, mais aussi pour ses contemporains, de s'évader, eux qui avaient connu les affres de la Seconde Guerre mondiale. Alors bien évidemment, la modernité, le contexte historique propice et les enjeux identitaires, ce ne sont pas les seuls paramètres qui peuvent expliquer l'engouement du public pour la civilisation minoenne. Il y a d'autres paramètres qui entrent en jeu pour expliquer la diffusion de ce qu'on appellera la crétomanie, et ces autres paramètres sont en fait liés à la fois aux actions et à la personnalité d'Evans. Donc en effet, Evans a joué un grand rôle dans la propagation du phénomène de la crétomanie, et il a été également l'architecte de la pérennité de sa vision. Alors je vais vous présenter les deux stratégies qu'il a mis en place. Alors tout d'abord, la persuasion à travers les mots, parce qu'on sait qu'Evans était un auteur qui était particulièrement prolifique. Donc son palais de Minos compte environ 3108 pages et pas moins de 2433 figures. Il a également publié plus de 22 articles de référence. Il a également présenté ses résultats lors de nombreuses conférences aux quatre coins du monde. Et par ailleurs, ses découvertes ont bénéficié d'une couverture médiatique très large, ce qui a évidemment permis de toucher un public beaucoup plus large encore. Alors, par ailleurs, il faut rappeler que l'expérience d'Evans en tant que journaliste a probablement une influence sur son style littéraire, qu'il a aussi un concours à attirer le lecteur, à le maintenir en tout cas intéressé. Et en plus, il faut savoir que dans ses écrits, Evans va user et abuser d'une terminologie bien particulière pour justement amener le lecteur à être convaincu de ses interprétations, en particulier de ses interprétations palatiales à Knossos et de ses interprétations quant à l'existence d'une royauté minoenne. Donc, par exemple, Prince aux fleurs de lys, la figure du roi prêtre, le mégaron de la reine, etc. Donc tout ça, ce ne sont que certains des termes qui vont être utilisés et que Evans va véritablement matraquer dans ses écrits. Alors, son programme de propagande ne s'arrête pas là, c'est-à-dire que c'est un programme de propagande qui dépasse les mots. Il va même jusqu'à concrétiser sa vision, comme je vous le disais, à Knossos à coups de béton armé.
Alors, ce n'est pas l'idée dans cette présentation de revenir sur les diverses polémiques relatives aux interventions d'Evans à Knossos. Donc il y en a qui se posent comme certains opposants, d'autres comme fervents défenseurs. Mais quoi qu'il en soit, ce qui est important ici, c'est de souligner que le palais de Knossos a nécessairement eu un rôle prépondérant dans la transmission et dans la pérennité de la vision d'Evans, puisque ce site archéologique accueille chaque année pas moins de 670 500 visiteurs. Alors ces visiteurs sont nécessairement attirés par l'aspect visuel des ruines pittoresques recréées par Evans. Ce sont des ruines qui vont créer évidemment un impact visuel beaucoup plus fort que n'importe quelle autre reconstruction sur papier. C'est un exercice auquel se sont d'ailleurs donnés beaucoup d'auteurs, mais pas vraiment avec beaucoup de succès, parce que ce sont des reconstructions qui finalement ne se sont jamais vraiment libérées du modèle d'Evans ou en tout cas donc du style architectural en vogue à leur époque. Alors, ce qui fait que finalement, il n'existe aucune alternative convaincante au modèle d'Evans. Et donc, par ailleurs, il faut mentionner que la pérennité d'Evans est assurée par le fait que sa vision a acquis une dimension historique en tant que telle. C'est-à-dire que comme les interventions d'Evans posent des problèmes en termes de conservation, il a fallu lancer un important programme de conservation des restaurations d'Evans, justement, ce qui est assez paradoxal parce que le béton armé commençait à se corroder, ça faisait éclater la pierre. Enfin, voilà, vous avez différents exemples de pathologies que l'on retrouve actuellement à Knossos. Et juste pour la petite anecdote, et pour preuve que justement on en revient au goût d'Evans plutôt qu'à n'importe quelle autre restauration, on a décidé de repeindre les colonnes de béton de la maison sud dans le goût d'Evans, c'est-à-dire dans les couleurs plutôt criardes, avec du rouge, du jaune et du noir, plutôt que de revenir au principe de restauration qu'avait proposé Platon dans les années 50, qui était en fait de repeindre ces colonnes dans une couleur brune pour un peu imiter le bois et que ce soit plus harmonieux. Voilà, donc on peut conclure ce point en rappelant donc qu'il n'y a pas que le contenu de la narration, mais également les moyens de dissémination qui permettent d'expliquer la pérennité de la vision d'Evans et sa transformation d'une vision en un véritable mythe. Enfin, et dernier point donc, de cet exposé, j'espère que je ne prends pas trop de temps, oui, ça va tout juste. Il est temps maintenant de questionner l'impact de l'héritage d'Evans sur la présentation actuelle du passé minoen in situ, donc aussi bien au niveau du contenu narratif que du moyen de médiation. Alors pour parvenir à cet exercice, j'ai effectué un travail de terrain sur près de 30 sites archéologiques qui ont été échantillonnés parce qu'ils étaient considérés comme étant les plus représentatifs, aussi bien en termes de diversité régionale que de diversité typologique. Et aussi parce que ces sites étaient considérés comme étant les plus célèbres. Donc ça veut dire que, ils étaient les plus propices à recevoir des stratégies de médiation. Alors sur cette carte, vous pouvez voir que sur les 30 sites prospectés, il y en a en réalité que 13 qui témoignent d'efforts de présentation, c'est-à-dire en fait un peu moins de la moitié. Alors parmi ces sites, on retrouve essentiellement les 4 grands sites palatiaux. On retrouve également certains sites secondaires comme des villas ou encore des villes comme par exemple Hircania ou encore Gournia. Et on a également des cimetières comme par exemple Arménie. Alors ce qui est intéressant, c'est que ces sites, même s'ils sont ouverts en public, sont pour la plupart, ou en tout cas pour la moitié d'entre eux, encore en cours d'exploration en période estivale. Alors dans ce tableau sont ici synthétisées donc, les différentes mesures de présentation qui sont déployées sur les sites. Alors je vous propose de les passer en revue très brièvement. Donc d'abord nous avons les reconstructions physiques. Alors ce sont des méthodes que l'on va essentiellement retrouver sur les sites palatiaux, mais également sur d'autres sites comme par exemple Tilissos et Vatipetro. Alors ce qui est intéressant, c'est que si la plupart de ces méthodes dans la lignée de Knossos vont faire usage du béton armé, avec évidemment les conséquences désastreuses que ça aura pour la conservation, aucun de ces sites n'a utilisé le béton armé de façon aussi extensive qu'à Knossos. C'est-à-dire qu'ici, ces exemples de reconstruction se sont limités à des reconstructions ponctuelles, comme par exemple des reconstructions de jambage de portes ou encore de jambage de fenêtres.
Alors si on s'intéresse maintenant aux reconstructions en 3D en termes de maquettes, eh bien il n'y a que le site de Malia qui dispose d'une telle maquette qui est présentée sur le site. Et cette maquette est en fait présentée dans le centre pour visiteurs, qui est également un cas unique en Crète minoenne. Alors, ensuite, évidemment, les dispositifs de présentation les plus fréquemment rencontrés, c'est bien entendu les panneaux informatifs et les brochures. Donc là, je vais y revenir ultérieurement lorsqu'on discutera le contenu narratif. Donc, je vous propose de passer directement au parcours de circulation. Alors, si je les ai introduits ici, c'est simplement parce que les circuits de visite peuvent avoir également un impact sur la compréhension que les visiteurs auront des vestiges. Ça va également avoir un impact sur leur expérience des sites archéologiques. Et en Crète minoenne, il n'y a que 2 exemples qui semblent témoigner d'un circuit de visite bien planifié, à savoir donc le site archéologique de Knossos, où on a un parcours qui est bien délimité par des barrières, ou encore le site de Pétras, qui a été ouvert relativement récemment au public, puisqu'il n'a été ouvert qu'en 2006, où là on a plutôt un tracé voilà, qui est beaucoup moins contraignant pour le visiteur, mais qui lui indique quand même la marche à suivre. Alors, pour ce qui est des autres sites, on voit que si on n'a pas de parcours de visite à proprement parler, on va utiliser des stratégies de mise à l'écart, comme par exemple ici pour Malia. Alors, si on s'intéresse... ah oui, une chose importante à préciser, c'est qu'au niveau de ces mesures de présentation, on voit que si elles sont présentes, elles ne sont pas forcément optimales, dans le sens où elles sont relativement négligées. On voit par exemple qu'à Malia, les plans commencent à s'effacer à cause du soleil, que les panneaux qui sont exposés sur le site sont complètement fissurés et qui ne sont pas changés, et ou encore à Moklos où on voit que le sable a tendance à recouvrir également les panneaux explicatifs. Alors si on s'intéresse maintenant au contenu narratif qui est véhiculé sur le site, donc je parle bien du contenu narratif qui est présenté au public sur le site et uniquement sur le site, donc pas le contenu narratif qui est présenté dans les brochures ou encore, enfin dans les brochures, dans les guides touristiques, dans les manuels ou encore qu'un guide touristique pourrait relayer au public. Alors, quand on s'intéresse à ce contenu narratif, on voit qu'il y a une certaine standardisation du type d'information, c'est-à-dire qu'on va retrouver les mêmes informations aussi bien dans les brochures que dans les panneaux explicatifs, les panneaux informatifs, et que ces panneaux et ces brochures vont parfois faire appel à des plans ou encore à des reconstructions visuelles, comme c'est le cas à Cagna. Alors on voit qu'il y a aussi une certaine standardisation au niveau de la terminologie, en particulier pour désigner les sites palatiaux. Donc les termes par exemple de sanctuaire tripartite, magasin, propylée, bassin lustral, donc tous ces titres en fait sont empruntés à la nomenclature qui a été inventée par Evans à Knossos, et ce sont en fait des mots qui sont désormais passés dans l'usage. Alors ça ne pose pas de problème, sauf pour les termes par exemple de palais, ou encore de mégaron de la reine, ou d'appartements royaux, parce que ça a une connotation politique qui est très forte, et même si sur ces sites on ne dit pas clairement que l'organisation politique minoenne était basée sur une royauté ou sur une monarchie, en utilisant de tels termes, ça véhicule quand même cette idée et ça laisse le visiteur quand même un peu perplexe. Alors le seul exemple où il n'y a aucune ambiguïté possible, c'est à Zakros, où là on dit clairement sur le panneau que Zakros était la résidence permanente de la famille royale. Donc vous voyez que là, à Zakros, on est encore pleinement dans la lignée de la vision d'Evans. Alors sur base de ces observations, on peut conclure que l'héritage d'Evans se retrouve plus au niveau du contenu narratif qu'au niveau des méthodes de présentation qui sont employées. Et on voit qu'à la suite d'Evans, plus personne n'a jamais osé utiliser des restaurations ou des stratégies aussi radicales que celles qu'il a employées à Knossos. Alors néanmoins, on peut dire que les travaux d'Evans à Knossos ont eu un impact indirect sur la présentation des sites archéologiques de manière générale, parce qu'ils ont déclenché, si on peut dire, la rédaction de la fameuse charte d'Athènes en 1931 pour justement s'assurer que de telles restaurations ne soient plus jamais employées dans le domaine des sites archéologiques, ni en Crète ni ailleurs.
Alors cette étude a permis en fait de souligner deux problèmes importants. Donc d'une part, eh bien, qu'il y a une certaine négligence envers la valorisation des sites archéologiques en Crète à l'exception de Knossos. Alors c'est une négligence qui se traduit soit par le fait parce qu'il n'y a pas de stratégie de présentation, que celles-ci sont soit sont dépassées, ne sont plus au goût du jour, ou encore tout simplement qu'elles ne sont pas suffisantes pour permettre eh bien, aux visiteurs de comprendre la valeur donc, des ruines minoennes. C'est-à-dire que bien souvent, eh bien, le visiteur va devoir faire appel à son propre pouvoir d'imagination pour essayer de décoder et de déchiffrer les ruines minoennes. Alors, cette attitude, ça concourt inévitablement à renforcer la primauté de Knossos sur la scène narrative du patrimoine minoen, et ça concourt aussi forcément à la pérennité de la vision d'Evans. Alors, le deuxième problème rencontré, c'est que l'héritage d'Evans, qui est transmis de façon volontaire ou non, ne tient pas toujours compte, on va dire, ne tient pas toujours compte des controverses à son égard. C'est-à-dire qu'on va dire que on va présenter une image falsifiée, mais on ne va pas forcément la présenter en tant que telle. C'est-à-dire que parfois, dans certains guides touristiques, on dit que la vision d'Evans est la réalité authentique, si on peut dire, du passé minoen, plutôt qu'un palimpseste du XXe siècle. Et ça pose un vrai problème parce que ça crée une dichotomie finalement entre ce que l'archéologue sait et ce qui est présenté, donc une dichotomie finalement entre l'archéologue, donc le monde scientifique, le monde académique et le public. Et donc tout ceci m'amène finalement à la conclusion. Donc au terme de cet exposé, eh bien, j'espère avoir pu démontrer que le passé minoen n'était pas une construction, enfin était plutôt, on va dire, une construction du XXe siècle après Jésus-Christ plutôt que le reflet d'une réalité du XXe siècle avant Jésus-Christ, ce qui nous amène à trois enseignements théoriques. Alors tout d'abord, eh bien, il faut savoir que les archéologues ne sont pas seulement responsables de la transmission de leur savoir, mais aussi de leur production, que ce savoir est nécessairement conditionné par les contingences culturelles des temps présents, et qu'en ce sens, eh bien, le passé peut nous apprendre plus sur nous-mêmes finalement que sur les sociétés passées, et que l'interprétation du passé influence nécessairement la perception que l'on a de ce passé. Alors on a vu également qu'Evans n'était pas seulement donc, le créateur d'une identité minoenne, il n'était pas seulement le créateur d'une des lectures du passé minoen, il était parvenu à rendre cette lecture comme étant la seule et l'unique envisageable grâce à son programme de propagande bien ficelé. Et on a vu en fait qu'il n'existe à ce jour aucune alternative à ce modèle prédominant. Alors, on a vu également, comme je vous le disais, qu'il y a une certaine négligence envers la valorisation des autres sites, ce qui va avoir pour effet de minimiser le rôle des sites archéologiques autres que Knossos, et ce qui aura pour effet également d'agrandir le fossé entre la sphère académique et celle du grand public. Et donc ce sont ces différents manquements mis en lumière que ma thèse tentera de pallier en proposant une alternative inclusive au modèle narratif créé par Evans. Mais ça, c'est une affaire à suivre. Merci pour votre attention.